Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez fascinant. C'est un guide de survie affective pour les couples franco-japonais. Et l'idée, c'est pas du tout de tomber dans les clichés, hein, mais plutôt de construire une sorte de pont. Un pont pour comprendre pourquoi, par exemple, ce qui nous semble être une grande déclaration passionnée, très française, ça peut être perçu comme une agression au Japon. Et inversement, pourquoi un silence, qui pour un Japonais est une marque de confort, peut devenir une vraie torture psychologique pour nous. D'ailleurs, le guide commence avec une phrase que je trouve essentielle. Il dit « Ce guide décode la culture, pas les âmes ». C'est ça, c'est capital. Oui, la personnalité de chacun reste la clé, évidemment. Mais là, on essaye juste de comprendre le mode d'emploi culturel de l'autre, quoi. Exactement. On parle vraiment d'un choc entre deux logiciels de communication. C'est ça l'image. Ah oui, j'aime bien l'idée de logiciel. D'un côté, on a la France, qui est l'enfant du logos, du verbe. C'est une culture où, pour faire simple, ce qui n'est pas dit N'existe pas. n'existe pas vraiment, voilà. C'est la culture de l'affirmation. Et de l'autre côté, il y a le Japon, qui fonctionne sur une base complètement différente, le sashi. C'est l'art de deviner, de sentir les choses. De lire l'air, comme on dit. Tout à fait. Là-bas, le silence, c'est pas un vide. C'est un langage, une preuve d'intimité. C'est la culture de la perception, Sashi no Bunka. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, à l'équation qui explique presque tout. On pourrait le dire comme ça. Notre bruit verbal, qu'on pense rassurant, est pour eux un bruit souvent épuisant. D'accord. Et inversement, leur silence qu'ils voient comme confortable est pour nous une source d'angoisse presque insupportable. Le drame est là. Et j'imagine que ça s'exprime de façon encore plus violente à l'ère du numérique avec les messageries. On y arrive. C'est le cauchemar moderne décrit par le guide. La double torture. D'abord, il y a le kidoku, le fameux « lu » qui s'affiche, suivi d'un silence de mort. Ah, le lu sans réponse. Et puis il y a pire, le midoku, le message qui reste non lu alors qu'on sait que la personne est en ligne. Pour un esprit français, c'est la petite mort lente de la communication. C'est du mépris. Alors qu'encore une fois, le logiciel de l'autre côté est différent. Ce silence numérique, souvent, ce n'est pas une attaque, c'est une protection. Une protection. Oui, ne pas répondre tout de suite, c'est peut-être parce que la personne cherche la réponse parfaite ou qu'elle est submergée par l'émotion. Ne pas lire, c'est une stratégie pour ne pas se sentir obligé de répondre à la seconde. C'est une façon de se créer un espace. C'est une fuite pour se protéger, pas une agression. Il y a aussi l'utilisation soudaine du suffixe san après le prénom. Ah oui. C'est un bouclier qui se lève pour recréer de la distance quand l'intimité est devenue trop forte. Et puis, il y a le niveau ultime de l'angoisse, le blocage. Du jour au lendemain, sans un mot, on n'existe plus. Effacé de partout. C'est d'une violence, c'est traumatisant. Et le guide analyse très bien la cause la plus fréquente. Ce n'est généralement pas de la méchanceté. C'est une jalousie dévorante née d'un minuscule malentendu. Un film mental, en fait. C'est exactement ça. Une phrase, une photo mal interprétée et la personne se crée un film complètement déconnecté de la réalité. La douleur devient si insupportable que la seule solution, c'est de couper le contact. Le blocage est donc un bouclier pour arrêter de souffrir soi-même. C'est ça, une fuite en avant désespérée, pas une punition. Absolument. Alors, entrons dans le vif du sujet avec un premier thème qui, d'après le guide, rend les couples complètement fous. La gestion des excuses. Ah oui. La logique est diamétralement opposée. Pour les petites bêtises du quotidien, le français, on le sait, est un peu champion de la mauvaise foi. Le fameux « c'est pas moi ». Oh, ça va. Voilà. Alors que le partenaire japonais va sortir un sumimasen quasi automatique pour en rien, c'est un réflexe. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est le basculement. Le 180 degrés dès que la faute devient grave. C'est-à-dire? Pour un partenaire japonais, s'excuser avec des mots pour une erreur sérieuse, c'est une humiliation profonde, une perte de face. Donc le sumimasen léger disparaît. L'excuse change de forme, elle devient un acte. Un geste comme... On va apporter un petit cadeau, préparer un thé, s'asseoir en silence à côté de l'autre. Et la citation du guide est parfaite pour ça. Ce thé qu'on vous apporte en silence est le pardon. Attendez, mais c'est hyper frustrant. Pour un Français, après une grosse dispute, un thé silencieux, c'est presque une provocation. Je comprends. On peut l'interpréter comme une tentative d'acheter notre silence. Ou pire, une façon de dire « bon, on n'en parle plus ». Nous, on a besoin des mots. Pour nous, dire « je suis désolé, j'ai eu tort », ce n'est pas une humiliation. Au contraire, c'est un acte de courage.
C'est un acte de grandeur, oui. L'aveu répare, en fait. C'est tout le défi. Le guide agit ici comme un traducteur. Au japonais, il dit « Comprenez que pour un Français, le mot « pardon » n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de force. Un mot magique, presque. Voilà. Et au français, il dit « Apprenez à lire le geste. Ce thé, ce n'est pas une esquive. C'est la forme la plus sincère de pardon qu'on puisse vous offrir. » Et si, par miracle, le partenaire japonais fait l'effort surhumain de formuler une excuse verbale? Il faut l'accueillir comme un cadeau, exactement. L'accepter avec grâce. Et surtout ne jamais, jamais commettre l'erreur fatale de rajouter « Tu vois, j'avais raison » Ah oui, là, on brise tout. ou « Jette le cadeau à la poubelle ». D'accord, je vois. C'est un vrai travail de traduction. Alors, passons à un autre concept qui, là aussi, peut faire exploser un couple, l'amae. Amae, oui. Un mot japonais quasi intraduisible. Le guide le décrit comme un comportement où le partenaire devient soudainement boudeur, capricieux, il teste les limites. Un peu comme un enfant gâté, quoi. Oui. Et le réflexe occidental, c'est... C'est de se dire quelle immaturité et de vouloir poser des limites d'adulte. Recadrer. Et c'est là qu'on fait l'erreur de diagnostic la plus grave. L'amae, ce n'est pas un caprice pour obtenir un objet. C'est une demande de sécurité affective. Ah oui, C'est un test, souvent inconscient. La question sous-jacente, c'est « Puis-je m'effondrer dans tes bras? Puis-je redevenir un enfant, être totalement vulnérable? Et seras-tu encore là pour moi ?» je vois. Et si on répond à ça avec une logique d'adulte du genre « Chérie, sois raisonnable », même avec bienveillance, c'est vécu comme une trahison affective d'une violence inouïe. Le message reçu, c'est « Je ne t'aime pas assez pour t'accepter entièrement ». Pas juger, ne pas répondre sur le plan rationnel. Accueillir l'émotion. Voilà. Accueillir l'émotion. Pas forcément céder sur le fond, mais montrer qu'on est là. Le guide suggère de désamorcer par l'humour, un câlin. Un geste qui dit « Je vois que tu es vulnérable et je suis là ». D'accord. Et pour le partenaire japonais, le conseil est de comprendre que dans la culture française, l'autonomie, c'est considéré comme sexy. Un couple, c'est deux adultes. La dépendance enfantine peut être un tue-l'amour. Exactement. Donc apprendre à verbaliser ses besoins avec des mots d'adultes plutôt que par des bouderies qui seront forcément mal interprétées. Cette différence entre fusion et autonomie, ça doit être un séisme quand on touche à un sujet que les Français adorent et qui, d'après ce guide, est une bombe atomique au Japon. Les ex. Oh oui. Là, on entre dans la zone rouge. En France, parler de ses ex, c'est presque banal, hein. C'est le CV affectif. On en parle avec transparence, parfois même avec humour. C'est une marque d'intérêt pour le parcours de l'autre, en fait. Oui, tout à fait. Alors qu'au Japon, C'est l'interdit absolu. Le guide utilise une expression très forte, le yabuebi, c'est-à-dire, réveiller le serpent en donnant un coup de pied dans les broussailles. c'est imagé. Le passé amoureux est considéré comme impur. L'évoquer, c'est salir la relation présente. Si un Français parle de son ex, même en mal, son partenaire japonais entendra « il me compare » ou « il regrette son passé Ou pire, il me manque de respect. C'est une faute de goût qui peut être fatale. Du coup, la règle d'or du guide est simple. Zéro rétroviseur. Ah oui, c'est direct. ». On ne parle jamais de ses ex et on ne pose jamais de questions sur ceux du partenaire. Mais zéro rétroviseur, ce n'est pas un peu extrême? Notre passé, c'est ce qui nous construit, non? Vouloir l'effacer, ce n'est pas une forme d'immaturité? C'est une excellente question et ça touche au cœur du conflit. Pour nous, l'identité est une narration, une histoire continue. Le passé éclaire le présent. D'accord. Pour la mentalité japonaise, la relation amoureuse est un espace sacré, un sanctuaire qu'il faut protéger de toute contamination. Le présent doit rester pur. Ce sont donc deux philosophies de vie totalement différentes. Exactement. L'un construit une chronologie, l'autre protège un sanctuaire. C'est pour ça que la règle est si directe. L'amour au Japon se conjugue au présent. Point. D'accord, c'est une vision radicalement différente. Imaginez un peu la scène. On vient de prouver par A plus B que quelqu'un a menti. Logiquement, on s'attend à des excuses, un peu de gêne peut-être, mais non. À la place, on a droit à une explosion de colère, une indignation totale. C'est une sorte de retour de flamme. Oui, et c'est un choc qui va bien au-delà de la simple mauvaise foi. Les sources sont très claires là-dessus. La colère du Gyakugire, ce n'est pas juste une diversion, c'est une véritable contre-attaque psychologique en fait. Une contre-attaque, c'est-à-dire C'est-à-dire que la personne prise en faute se sent agressée, vraiment, tellement violée dans son intégrité qu'elle endosse le rôle de la victime et elle retourne l'agression. c'est fou ça. Et en exposant un mensonge de front, on n'apporte pas la vérité.
on arrache le tatame. C'est une humiliation terrible. D'accord, je vois. On brise le jeu social. Exactement. Et pour survivre à cette honte, eh bien, la personne doit symboliquement détruire le témoin de sa chute. D'où la colère. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, avec ces deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, la vérité, c'est essentiel. Ça assainit la relation, ça remet les compteurs à zéro. Tout à fait. Pour un Français, le mensonge est vécu comme une insulte à son intelligence, presque une trahison personnelle. Mais alors, du côté japonais, ça veut dire que la vérité n'a aucune valeur. C'est plus nuancé que ça, j'imagine. Ah oui, c'est bien plus nuancé. La vérité a de la valeur, bien sûr, mais elle n'est pas la valeur suprême. Au-dessus de tout, il y a le wa, l'harmonie du groupe. Le wa, Oui. Et nos documents expliquent que ce n'est pas juste de la politesse, c'est une condition de survie collective. Du coup, briser cette harmonie pour une vérité personnelle, c'est vu comme égoïste, profondément destructeur. Le mensonge était souvent un mensonge de protection. pour protéger l'harmonie. C'est ça. Ce qui nous amène à la question à 1 million alors. Comment on sort de cette impasse? Les sources proposent des pistes, heureusement. Côté français, quelle serait la première erreur à ne surtout pas commettre? La première erreur, c'est de jouer au flic, de vouloir coincer l'autre avec des preuves, de lui mettre le nez dedans. Non, il faut absolument laisser une porte de sortie honorable. Et à l'inverse, pour une personne japonaise, face à cette quête de vérité très directe, quel conseil? Le conseil principal, c'est ne pas paniquer et essayer de comprendre l'intention. L'approche française, même si elle semble brutale, n'a en général pas pour but d'humilier. L'idée, c'est de nettoyer la relation, de repartir sur des bases saines. Parce que pour nous, le mensonge est pire que la faute. Exactement, parce qu'il brise la confiance, qui est le fondement de la relation. Bon, après avoir traversé ce champ de mine, comment on s'en sort? Les sources donnent une sorte de mode d'emploi. Oui, une sorte de feuille de route pour chaque camp. Pour les Français en résumé, Allez-y. le silence, ce n'est pas du vide, c'est du confort. Pour les excuses, accepter le geste, le thé, comme un pardon. D'accord. Pour la Mahé, ne pas juger le caprice, mais rassurer. Pour les ex, Tabou absolu. tabou absolu. Et enfin, ne pas jouer au procureur. La paix du couple vaut mieux que d'avoir raison à tout prix. C'est clair. Et pour les partenaires japonais? D'abord sur les mots, Mhm. le besoin de parler d'un français, ce n'est pas du bruit. C'est son moyen de se sentir connecté. Ok. Ensuite, sur le pardon. Le mot « désolé » est magique, ce n'est pas une honte. Sur l'autonomie, l'indépendance, c'est séduisant pour un Français. Et pour le reste? Pour le passé, comprendre qu'une anecdote n'est pas une comparaison. Et pour le numérique, un simple sticker vaut 1000 fois mieux qu'un « lu » angoissant. Et surtout, Oui. en cas de crise, posez la question avant de tout couper. Ne pas condamner l'autre sur un film qu'on se fait dans sa tête. Tout ça nous amène à la question de fond. Avec un tel fossé, est-ce qu'on peut vraiment construire une relation durable ou est-ce qu'on est condamné à se blesser? La réponse du guide est « oui, c'est possible ». Mais à une condition. Il faut arrêter d'essayer d'imposer son propre logiciel. Il faut en créer un nouveau. Il faut créer ce que le guide appelle une troisième voie, une sorte de culture hybride, unique au couple. C'est une très belle idée, mais concrètement, ça ressemble à quoi cette troisième voie? C'est un espace où le français apprend à écouter les silences, à ne plus les voir comme un vide, mais comme un espace de repos. Et où le japonais apprend à ne plus avoir peur des mots. Voilà. Comprendre qu'une discussion franche n'est pas une agression, mais une tentative de connexion. C'est ce travail de traduction permanent qui crée ce que le guide nomme le kizuna. Le kizuna. C'est un lien, mais un lien indestructible, justement parce qu'il n'est pas donné. Il a été forgé, patiemment, dans l'effort. C'est une perspective assez apaisante. Et le guide va même plus loin. Il pose une dernière question. Et si, malgré tout, la relation se termine? On a ce sentiment d'échec, de temps perdu. Oui, souvent. Mais la source dit qu'on ne perd que la forme de la relation, le statut, mais le fond, lui, demeure. L'expérience, la compréhension de l'autre, ça reste. Absolument. Et c'est là que le guide conclut sur une magnifique philosophie de la maturité. La vraie réussite, ce n'est pas de rester ensemble à tout prix. Non. C'est d'être capable, si on recroise cette personne des années plus tard, de lui offrir un sourire, silencieux et apaisé. Un sourire qui ne demande rien. Rien du tout. Juste une reconnaissance profonde.
Et le guide termine là-dessus, quand le silence n'est plus un vide pesant, mais un espace rempli de gratitude, c'est là que nous avons réussi, des deux côtés. Cette idée que le silence peut passer de l'angoisse à la gratitude, c'est peut-être la plus belle traduction possible. C'est ce fameux pont dont on parlait au début qui est enfin construit. C'est une très belle conclusion, je trouve. Le fond qui reste, même si la forme change. C'est une belle leçon. On a fait le tour de ce guide passionnant. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration.